Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports. Merci d'être une nouvelle fois très nombreux à nous regarder ce soir sur notre plateau. C'est l'UVCA 3 qui est avec nous. Avec eux, nous discuterons de l'actualité du club de DN3 en deuxième partie. Mais avant tout cela, regardons le sommaire de cette émission. En basket, le BCSA jouait son dernier match à domicile devant son public face à la redoutable équipe d'Aubervilliers. Une formation francilienne qui s'était imposée à l'aller d'un point. Autant vous dire qu'il était interdit pour les Drillas de reproduire le même scénario. Il y avait aussi du full contact, et notamment aussi du badminton avec le PL3 qui affrontait Mâcon lors d'une des dernières journées du championnat de France de National 3. Nous verrons cela dans quelques instants. Et puis enfin, la course de Saint-Lié, deuxième course au programme de cette saison après le prix d'Hainaut, donc qui avait lieu la semaine dernière, la course de l'intégration. On en parlait il y a quelques instants, le basket, mais avant tout cela, il y avait du football avec l'Estac qui rencontrait en match amical la formation d'Orléans qui évolue dans le championnat de France de National. Les Troyens se sont facilement débarrassés d'Orléans en première mi-temps, notamment avec un but du défenseur troyen Vincent Carlier. Dans la même période, Mounir Obadi en face-à-face avec Alan Mermillou, l'ancien gardien de l'Estac, n'a pas manqué l'occasion de permettre à son équipe de prendre 2 buts d'écart. Sébastien Grax, d'un magnifique lob, a ensuite parachevé le score à 3-0 en seconde mi-temps. C'est Florian Jarja qui a ajouté un 4e but pour sa formation. Les Troyens s'imposeront finalement 4-1 après une faute de main de leur gardien Arnaud Brocard. On écoute Jean-Marc Furlan faire un constat de cette rencontre. Ce qui était important, c'était d'abord on est dans une période où il y a des joueurs qui doivent souffler. On doit gérer les temps de jeu parce que c'est pas comme lorsqu'on prépare un match, on fait un match amical comme je le dis à l'automne où il n'y a que 5 ou 6 matchs championnat. On doit, là dans ce cas de figure, on doit parfaire l'unité du groupe. Tandis que là, on est obligé de gérer les temps de jeu, faire attention que les gars soient en bonne condition pour le match championnat. Pas de résultat donc pour les Stacks qui donc jouaient en amical, mais la CFA2 jouait à domicile en CFA2 face à Saint-Dizier. Résultat 4-0 donc pour les Stacks B avec une victoire aussi de Dijon face à Sarre-Union 4-3. Silty Game a gagné à l'extérieur 1-0 face au Pierrot Vauban. Au classement, Dijon et Strasbourg sont toujours en tête, mais les deux équipes en lice donc pour monter en CFA, Silty Game et les Stacks, se tiennent en un point. Ce sera dur jusqu'à la fin de championnat. Je vous le disais il y a quelques instants, en basket, le Basket Club Saint-André-les-Vergers jouait son dernier match à domicile devant son public avant 2 matchs à l'extérieur. C'était Aubervilliers qui se présentait sur le parquet du complexe Bianchi, une formation francilienne qui s'était imposée à l'aller d'un point en terre francilienne. Autant vous dire qu'il était interdit pour les Drillas de reproduire le même scénario. Il avait très peur de ce match retour, Olivier Perrin, et pour cause, puisque Danint ou Côté ne s'était quasiment pas entraîné de la semaine. Rapidement, le coach Drilla fut rassuré, tant son équipe maîtrisa le début de match. Bien lancé par l'apport de Kramaï avec 6 points consécutifs, le BCSA peut aussi compter sur son arrière centrafricain, Mokoté Bapa, rentrant 2 paniers à 3 points et permettant du même coup à son club de s'envoler au score 27-15 à la fin du premier quart-temps. Même si les franciliens réagissent en début de second quart-temps, Saint-André se mobilise pour montrer qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Benabidi et encore Kramaï donnent de l'air à leur partenaire, 20 points d'avance avant la mi-temps et finalement plus 23 au moment de rejoindre les vestiaires. Le match est plié. On avait vraiment eu du mal là-bas, on a eu beaucoup de pertes de balles. Donc aujourd'hui c'était vraiment de faire vraiment l'écart dès le premier quart-temps pour vraiment être tranquille après, quoi. Restait à bien gérer les 20 dernières minutes avec l'effectif à faire tourner. Le BCSA ne laisse rien filer. Aubervilliers est ventilé, transpercé par les attaques driates. Les hommes d'Olivier Perrin terminent le match en roue libre avec plus de 37 points d'avance, 98-61. Je pense qu'il y avait une vraie envie de bien faire ce soir. Il y avait une petite revanche à prendre. Les joueurs ont pris le match par le bon bout. On l'a senti à l'échauffement qu'il y avait de l'application et de la motivation. Donc bon voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire. Après on a peut-être fait le trou au deuxième quart-temps.
Mais même sur l'ensemble du match, parce qu'on a été cohérents. Le BCSA en a donc terminé avec sa saison pour les matchs à domicile. Restent à présent les 2 rencontres à l'extérieur les plus importantes de l'année. Il faudra les gagner pour monter en National 2. Et oui, puisque regardez les autres résultats, la Charité-sur-Loire a gagné sans problème son match face à Coulommiers 75-60, alors que Saint-Dizier a eu énormément de mal à Saint-Denis. 1 point tout de même donc pour gagner ce match, et les 3 équipes sont donc toujours en course pour ce titre et pour permettre de monter en National 2. La Charité est en tête avec 1 point d'avance. Saint-André doit gagner ses 2 derniers matchs, dont 1 contre la Charité. En National 2, Sainte-Savine a réussi à gagner à l'extérieur, toujours face à Aubervilliers décidément, 70-51. Furdenheim a été battu par Sanao-Saint-Gratien à 83-55. Aulnois, le leader, s'est débarrassé sans problème des nordistes d'Arras, 73-55. Au classement, Aulnois est en tête avec 1 point d'avance sur Sanao-Saint-Gratien. Sainte-Savine est en 5e position avec 34 points. L'objectif des Saviniennes de remonter en 3e position. Samedi soir, à la halle de l'UTT, l'American Top Team Boxing organisait les championnats de Champagne-Ardenne de full contact. Beaucoup d'Aubois en finale de cette compétition, avec évidemment beaucoup de champions à la clé, tels que Ludivine Lanier ou Daniel. Déception en revanche pour Moueli, seulement finaliste. Yann Coquet est lui aussi sacré dans sa catégorie de poids, tout comme le colosse de la TTB, Aristote Kitousiza. Chez les moins de 91 kg, il a littéralement pulvérisé son adversaire pour devenir champion régional de sa catégorie. Aristote Kitousiza qui revient sur cette rencontre à notre micro. Je voulais y aller dès le premier round et voilà, terminer le plus rapidement possible. Ouais, c'est mon objectif, reste mon objectif. Ouais. D'habitude, j'observe et tout, mais là, je voulais y aller direct. La suite de ce journal, c'est avec du badminton et le championnat de France de National 3. Le PL3, dans le haut du classement, cherchait à consolider sa place sur le podium avant cette rencontre face à Mâcon. Et il tombait bien ce match, puisque pour les jouer, les Aubois n'avaient aucunement besoin d'une motivation quelconque. Pour préparer cette rencontre, les Aubois n'avaient pas eu besoin de réfléchir longtemps. Il leur suffisait de se souvenir du match aller. Accueil glacial, encouragement intempestif pendant les échanges, les Troyens avaient plutôt dégusté. Alors, pour se motiver, ils ont longuement pensé à ce match retour face à Mâcon. Ils n'ont pas trop apprécié le match aller. A priori, il y a eu pas mal de petits chambrages au match aller. Et puis une défaite 6-2 assez lourde, un petit peu, peut-être pas contre le cours du jeu, mais un petit peu sévère au vu des matchs. Donc là, grosse envie de revanche. Les joueurs de Saône-et-Loire craquent d'ailleurs assez facilement puisqu'ils sont rapidement menés 3-0 à l'issue du simple dame remporté par Mélanie Demussy en 2-7. Pour le reste, ses partenaires limites, Olivier Merjenovic et Laetitia Groult, se débarrassent de leurs adversaires en les balayant. En revanche, petite déception pour Julien Garez, l'Aubois, visiblement hors de forme, doit s'incliner face à plus fort que lui, malgré un premier set de très bonne facture. Cela n'empêche pas son équipe de l'emporter largement face à une équipe de Mâcon bien dépassée 7-1. Il y avait quand même 2 matchs qui semblaient normalement sur le papier, on va dire à égalité, parce que les garçons en double homme c'est B3-B3 contre B3-B3. Donc normalement il y a un même niveau sur le papier. Moi en simple aussi c'est C2 contre C2. Donc pareil, même niveau, mais finalement les matchs se sont faits en 2-7. Les garçons un petit peu plus durs dans les sets assez serrés, mais finalement donc du coup c'est des points qui pouvaient être, on va pas dire perdu, mais qu'on ne pouvait pas forcément compter dessus dès le départ. Et puis après, ça s'est fait bien. La première place d'Orléans étant inaccessible, les joueurs du PL3 se battent maintenant pour la seconde. Et cela passe par un succès à domicile contre Salbris dans 15 jours. Allez, on passe au handball avec les résultats de l'ETAC qui jouait à Dijon ce week-end avec une défaite à la clé pour les joueurs de Carole Martin et Christophe Guéry. Une défaite 34-24.
Au classement, cela ne change rien à l'affaire. Les Troyens sont toujours dans la zone de relégable, à quelques points toutefois du maintien en National 2. Romilly s'est incliné logiquement face au leader Tremblay, 43 à 20, 23 buts d'écart, mais c'était logique. Les Romillons ont balancé quelque peu la rencontre au classement. Romilly est toujours là aussi dans la zone de relégable, mais c'est moins critique que les TAC toutefois. On passe au motoball avec une défaite pour les Troyens sur leur terrain. 2-1 face à Monteux. Toutefois, le match a été arrêté lors de la 3e période à cause de la pluie. Donc, le résultat peut encore être remis en cause suite dans les prochaines éditions. Troyes est évidemment très mal placé au championnat, mais c'était juste le premier match de championnat, donc cela ne veut pas dire grand-chose. La semaine dernière, Grégory Zieba du TOS Triathlon ouvrait le bal de la saison de course sur route en gagnant la course de l'intégration disputée au No dimanche. Les coureurs avaient rendez-vous à Saint-Lié pour les 10 km du Melda qui, comme souvent, réunissait un joli plateau. Une course de Saint-Lié qui part très lentement et qui se décante sur le tard puisque 8 coureurs se détachent seulement au bout de 3 km. Il y a là Zieba du Tostri, Doria, Gautron et Paris d'Aix-en-Othe ainsi que Boutasgunt de Romilly. Rapidement, à mi-course, le militaire du régiment d'artillerie de Suippes, Émeric Lecomte, fait la différence, seulement suivi par Grégory Zieba. J'ai accroché son rythme, il relançait après les virages, il m'a distancé une première fois au 8e kilomètre, j'ai réussi à recoller. Le Marnais démarrera une seconde fois, le tossiste doit alors baisser les bras et laisser filer Lecomte pour la victoire. Aucune tactique, bon, bien qu'on se connaisse entre nous, on sait quelle forme et quel niveau on a à peu près actuellement. Néanmoins pour moi l'inconnu, puisque ça fait le 4e week-end que j'enchaîne sur des 10 bornes, donc un peu partout dans la France. Donc je ne savais pas vraiment dans quel état de fraîcheur j'allais me pointer ici. Bon, à ma grande surprise, j'ai mené dès le premier mètre et puis personne n'a pris de relais. Donc j'y suis allé au culot et puis ça a marché. C'est la première fois en 17 ans de pratique, donc c'est une première. Ouais. Chez les filles, victoire de la Rémoise Marie-Charlotte Bonner, les tossistes Florence Granger et Julie Giacomilli n'ont pu faire mieux que 4e et 5e. Dimanche, dans la zone industrielle d'Echenilly, l'UVCA 3 organisait le souvenir Robert Gaine, délocalisé depuis l'année dernière de Saint-André à donc Echenilly, sur un circuit long de 90 km et marqué par un long faux plat juste avant la ligne d'arrivée. Nombreuses furent les attaques en tête de course. Mais ce fut toujours le même que l'on vit devant, Pasquale du SCO Dijon, qui a été logiquement récompensé puisqu'il a été l'un des principaux attaquants de ce souvenir Robert Gaine. C'est un coureur de l'UVCA 3, Denis Biachoukov, qui a obtenu la seconde place. Et le jeudi, superbe transition, puisque sur notre plateau, c'est l'UVCA 3 qui est invité. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors ça tombe bien, puisque c'est vous qui organisiez le prix de Saint-André. Malheureusement, ce n'est pas un coureur de l'UVCA 3 qui a gagné. Regret, Jean-Luc ? Regret, oui et non. Comment le vélo, c'est fait pour tout le monde et on ne gagne pas à chaque fois. Il n'y a qu'un seul vainqueur. Il n'y a qu'un seul vainqueur, on n'a pas gagné, ça sera pour la semaine prochaine. Alors pour cette année, Jean-Luc, vous faites votre réapparition. Vous êtes le président de l'UVCA 3 depuis cette année, après l'avoir été les années précédentes. Pourquoi avoir repris le flambeau ? Parce que c'était un petit peu prévu comme ça. Avec Fabrice Parigot, on avait dit, bon, tu fais une transition et on verra si dans les années qui arrivent, comment fonctionnait. J'étais toujours avec lui. On le faisait à deux. Ce que je faisais tout seul, on le faisait à deux. Et puis Fabrice a choisi de prendre un peu de recul. Et j'ai dit, écoute, je reprends le relais et puis on verra dans les années futures. Donc il est resté président 2 ans, c'est ça ? 3 ans, Fabrice. 3 ans. 3 ans. Honnêtement, vous vous attendiez à ce que quelqu'un reprenne la main, quelqu'un... C'est pas facile d'être président, c'est pas facile. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire, à penser. Et bon, Fabrice a fait du bon boulot pendant 3 ans. Il a souhaité prendre un petit peu de recul. Bon, j'ai dit ok, je reprends. Mais c'était déjà en route depuis le mois de juillet. On n'a pas attendu le mois de novembre. Alors, nouveau président, nouveau directeur sportif aussi. Vous avez choisi de faire confiance aux gens de la maison. David Dalibera était avec nous déjà depuis. Moi, je le connais depuis plus de 10 ans, David. Bon, il souhaitait revenir un petit peu plus dans le milieu du vélo où il était sur Reims. Ça se passait pas très bien. Il n'avait pas assez de compétition pour lui. Donc avec nous, il revient et ça se passe très bien.
Alors cette année, c'est en DN3 que ça se passe. Je me tourne vers Jacques André, qui va nous en dire un petit peu plus. Cette saison, l'UVCA 3 a décidé de s'orienter sur le marché anglais. C'est celui qui a fait sa renommée. Hein. Pas mal de coureurs anglais sont passés dans le club cycliste de l'UVCA 3. Vous ne le regrettez pas, parce que le début de saison, ça correspond à vos attentes? Oui, écoutez, le cyclisme s'internationalise, si je peux dire, de plus en plus, mais c'est pas nouveau. On a toujours eu des étrangers. Maintenant, ça se fait un petit peu partout, mais on a quand même aussi des recrues françaises, comme Boucher, comme Botrel, etc., et Perron. Donc, ce sont des coureurs de qualité, mais ce sont des jeunes qui sont promus de première catégorie. Donc, dans notre équipe de DN3, il y a beaucoup de choses à apprendre, et puis on les attend un petit peu plus en mai-juin. Il y a quand même une coordination de groupe à faire, à bien mettre en place. Oui, parce que ce sont des gens qui viennent d'arriver. Donc voilà. Quant aux étrangers, ma foi, c'est un complément quand ils sont de qualité, comme Tom Findlay, qui est chez nous un néo-zélandais, et puis Joss Hunt, qui est son frère professionnel dans l'équipe Carmine. Ouais. Et voilà, tout ça, ça va faire des compléments. Il faut faire un amalgame. Et puis la saison est longue. On fait toujours les bilans en fin d'année. Mais pour le moment, on débute pas laborieusement, honnêtement, on va dire, puisqu'on vient de faire des places et marquer des points dans notre manche de DN3. Et en attendant la prochaine, voilà. L'an dernier, vous aviez misé sur la filière polonaise. Ça ne s'est pas très bien passé. Vous le regrettez un petit peu ? Vous savez, j'étais pas trop partie prenante l'année dernière, je voulais prendre un petit peu de recul. Je suis là parce que, comme vient de dire le président, pas avec les vieux on fait du neuf, mais enfin avec les gens d'expérience on aide, c'est le bénévolat qui est comme ça. Mais l'histoire des Polonais, je n'étais pas, comment dirais-je, c'est pas moi qui ai recruté, c'est pas moi qui m'occupais de ça, et effectivement, c'était pas des garçons de très haut niveau, voilà. Bon, on est revenu au British, comme on dit. Voilà, mais ça, c'est aussi une question d'offre et de demande. Jean-Claude, vous êtes le secrétaire de l'UVCA 3, responsable de l'organisation des nombreuses courses. Est-ce qu'il y a du nouveau cette année un petit peu dans le palmarès? Est-ce qu'il y a des courses qui changent un petit peu d'organisation? On va garder nos courses traditionnelles, les FFC et UFOLEP, puisqu'on organise également beaucoup en UFOLEP. Mais cette année, la nouveauté, c'est qu'on va organiser au mois de juillet, avec le prix Lamblin à Montgueux, une manche de DN3 qui sera la 4e manche qualificative, et la dernière qui risque d'être importante s'il y a des équipes une sorte de finale avant la finale, puisque la finale aura lieu quand même en Champagne, sur la classique Chalon-Sedan. D'accord. Ouais. Vous aviez choisi de faire quelque chose en 2 étapes sur Montgueux l'an dernier. Ça ne pourra pas être reconduit? Ça ne pourra pas être reconduit puisque c'est une manche. On va faire 13 tours de 10 km. Ça fait 130 km quand même. 13 fois côté escargot ou côté 13 rampe? fois la côte de l'escargot. Non. La côte, 13 fois la rampe, ça sera un petit peu dur, je crois quand même. Et déjà 13 fois l'escargot. C'est déjà pas mal. Et je pense que ça va faire une course animée si les places sont serrées pour la qualification, puisque dans la manche de DN3, les 10 premières équipes de la région nord-est seront qualifiées pour la finale. D'accord. Donc toujours les mêmes courses, Saint-Julien, Aix-en-Noth. Aix-en-Noth. Aix-en-Noth change peut-être de... Non, on l'a laissé en 2e catégorie. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y a une manche de DN2 et donc difficile d'attirer les meilleurs coureurs. D'attirer des meilleurs coureurs en DN1 avec ce circuit. Et joli quand même, il y a toujours Saint-Julien. Et donc à Estissac, on va aussi faire une nouvelle course dans une commune qui a connu vraiment le vélo dans le passé, où on a fait des belles épreuves. Et on organisera là le championnat régional UFOLEP. D'accord. Voilà, et sur un beau circuit, puisqu'on va monter la côte de Chengy-Busset et retour sur Estissac. Ils n'aiment pas beaucoup les coureurs. Si, ils aiment bien quand même les anciens. Mais pas la grimper souvent en tout cas. La prochaine date? La prochaine date, non, le prix de Saint-Julien était reculé au mois de mai. Nous, la prochaine, c'est une épreuve UFOLEP à Champ-Charme, aussi sur un très joli circuit. On peut voir la date? Le 8 mai. 8 mai. Le 8 mai, bien joué. Mais avant, on aura la MCB. D'accord. Cher à Jean-Luc. C'est vers Jean-Luc qu'il faut aller dans ces cas-là. Le 30 avril et 1er mai, la MCB. Bonsoir Jean-Luc. Il a fait la pub, il n'y a plus rien à dire. La MCB, c'est la vitrine du club.
Oui, le président le dit, c'est vrai que c'est la vitrine du club, c'est la vitrine aussi au niveau du comité régional, puisqu'on est la seule épreuve dans cette catégorie à étapes au calendrier champardonnais. Oui. Et puis je pense que sans être trop orgueilleux, on peut dire que depuis quelques années, on est une vitrine nationale également avec cette épreuve, puisqu'il suffit d'y regarder un petit peu le palmarès. Oui. De voir les garçons qui ont gagné chez nous, qui évoluent chez les pros. Il y en a 5, il y a Mathieu Drujon, il y a Cédric Pinault, il y a le petit Comori qui est parti lui dans une équipe italienne, celui qui a gagné l'an passé qui court chez Armstrong cette année, qui est un néo-zélandais, collègue de Tom. Donc oui, c'est une belle vitrine. Cette année, il y a encore eu un peu plus de 40 demandes de candidature pour 21 places. Le choix n'a pas été facile. Avec Jean-Claude, on a essayé de faire une sélection la plus juste. Je pense qu'au vu des nouvelles équipes rentrantes cette année et des points que les coureurs ont à l'intérieur de ces équipes, le niveau sera encore fort relevé. Et puis pour marquer la 10e édition, puisque ce sera la 10e sous la formule à étapes, nous aurons le plaisir de recevoir celui qui a été le patron de la plus grande course au monde annuelle, le Tour de France. Donc c'est Jean-Marie Leblanc qui nous fait honneur d'être avec nous durant le... Toujours de bons invités, hein, généralement, à la ICB. Et ils se bousculent pour revenir, donc c'est bon signe. Ça va être difficile, mais pour le prochain anniversaire, on les fera tous venir. Finalement, le seul inconvénient de cette course, c'est qu'elle se dispute dans la Marne, finalement. C'est un petit frein, quoi. Elle se dispute dans la Marne, parce que, bien évidemment, c'est là où je résidais auparavant. Depuis quelques temps, je suis revenu habiter à Estissac, donc je remets le Grand Prix d'Estissac en route. Bien joué. Et avec... C'est pas un scoop, parce que certains le savent déjà. J'aimerais que dès 2012 ait lieu une épreuve similaire à la MCB sur Estissac et que ça en note dans ce coin-là, qui s'appelleront tout simplement les boucles de la Forêt d'Hôte sur 2 jours et 3 étapes. C'est officiel ou c'est en construction? C'est bien parti. Donc on peut dire qu'en 2012, une nouvelle épreuve à étapes aura lieu dans l'Aube. En fonction du geste d'ouverture du portefeuille des partenaires, oui. D'accord. Jean-Luc, j'ai reçu une petite question par mail de la part d'Olivier de Troyes. Qui vous demande si le vélo, c'est de père en fils dans la famille, apparemment. On vous demande où en est votre fils sportivement parlant. Mon fils, sportivement parlant. Mon fils, il fait toujours un peu de vélo. Le dimanche matin, avec moi, ça arrive, tous les deux, on va pédaler, discuter. D'accord. Il aime toujours le vélo. Mais bon, pour l'instant, il a d'autres choses à penser que de venir au club. D'accord. Ça satisfera peut-être notre téléspectateur, Olivier de Troyes. Merci en tout cas. On va peut-être faire dire un petit mot à Tom. On va essayer, je dis bien, parce qu'en anglais, c'est jamais facile. Why the France? Why to run in France? UVCA Troyes, the club contacted me last year when I was in New Zealand, and it sounded like a really good offer and a really good program, and I wanted to be a part of it. Alors je crois comprendre que le club troyen l'a contacté, il y avait un bon programme de course, un bon entraînement, donc c'est pour ça qu'il a fait le déplacement. It's difficult to live, comment on dit, New Zealand? It's difficult to live in France. Yeah, it's getting easier and easier every week as I learn more of the language and the lifestyle, but yeah, to start with, it was very hard and miss home, but it's getting better every day. D'accord, c'est difficile avec l'accent, mais bon, apparemment c'est le langage qui pose le plus problème, donc pour être... Il s'adapte. Oui, il s'adapte. Et puis il va gagner beaucoup de courses puisqu'il fait un bon début de saison. Thank you, Tom. On passe à l'agenda maintenant pour voir ce qui va se passer le week-end prochain, donc dans l'Aube, avec notamment dès vendredi le derby en Ligue 2 avec du football évidemment. L'Estac reçoit Sedan, c'est à 20h au stade de l'Aube. Il y a aussi du motoball avec la rencontre choc du championnat, le Suma qui accueille Neuville au stade Gaston-Arbouin et c'est à 19h30. Le même soir, les Pigargues de Troyes accueillent les Gladiateurs à 20h au complexe Songis, cet échange championnat de France de D2 de football américain. Et puis pour finir, les cousins du rugby disputent une rencontre importante. Le RCSA reçoit Dourdan à 15h au complexe Bianchi en championnat de France de première série. Et puis enfin pour finir ce journal, le service des sports rend un vibrant hommage à l'homme qui a fait la natation auboise, surnommé la cerise à cause de son bonnet rouge. Pierre Wolfley est décédé jeudi à Troyes à l'âge de 91 ans. Il restait comme l'entraîneur qui avait découvert puis façonné Gilbert Boson, recordman du monde et médaillé olympique. Un couple qui s'était d'ailleurs retrouvé dans cette piscine de Vouldy dans les années 90 où il avait établi le record du monde. Vous les voyez sur cette photo, Wolfley est à droite. Nous adressons toutes nos sincères condoléances à la famille de Pierre Wolfley.
Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Journal des Sports. À très bientôt.